être sûr, monsieur le rapporteur, que vous avez l'état des lieux de la satisfaction ou de l'insatisfaction. On va demander à un parlementaire de l'opposition, qui connaît très bien ces sujets-là, de nous dire si, selon lui, ce texte est satisfaisant, et en particulier s'il a des cibles que je désignais tout à l'heure, que seraient les professionnels ou les propriétaires ou les copropriétaires, s'il a une préférence pour les locataires. À écouter le président Jacquemart, c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce que vous voyez de ce texte? Est-ce qu'il est bienvenu? Est-ce qu'il apporte des solutions souhaitables? Ou est-ce qu'il passe à côté des sujets? Je me permettrai simplement, en guise d'introduction, de rappeler une nuance à laquelle je tiens beaucoup. Je ne suis pas un parlementaire de l'opposition parce que la réponse symétrique et sémantique au mot majorité, ce n'est pas le mot opposition en français, c'est le mot minorité. Je suis donc un parlementaire de la minorité, ce qui veut dire que quand il y a des choses qui ne me plaisent pas, je suis contre, et quand il y a des choses qui me plaisent, je vote pour. Ça veut donc dire que je ne me détermine pas systématiquement contre, je répète, ou systématiquement pour. Et comme dans le passé, je n'étais pas un béni oui-oui dans la majorité, je n'entends pas être un béni non-non dans la minorité. Voilà, ça c'était pour mon introduction. Vous n'avez pas tout à fait oublié les discours entendus tout à l'heure lors du mariage, ce préambule, oh non, il y a un certain temps, je crois, que je me comporte de cette manière et que j'essaie de tenir cette ligne. Alors, j'ai entendu parler d'équilibre ou de non-équilibre dans la relation propriétaire-locataire. Je voudrais simplement aussi indiquer que je ne suis pas si certain que cela, et les exposés, y compris celui très technique que j'ai entendu tout à l'heure, pour partie, pourraient nous en convaincre. Je ne suis pas totalement certain qu'on soit rentré dans un profond déséquilibre, en tout cas à ce jour, dans la relation locataire-propriétaire. Mais en revanche, ce dont je suis certain, c'est qu'en effet, du point de vue médiatique, et presque comme toujours, malheureusement, dans ce pays, on ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir du consensus, si vous voulez, sur certains sujets. Et donc, on s'ingénie forcément dans ces cas-là à mettre en exergue ce qui peut opposer les uns et les autres. Et vas-y, d'un côté d'une certaine presse, si vous voulez, pour dire, bon, les propriétaires sont complètement écrasés. Vas-y du côté d'une autre presse pour dire les locataires sont également complètement pénalisés. On est donc parfois dans ce manichéisme, si vous voulez, médiatique et caricatural. On donne parfois l'impression, si vous voulez, d'un texte qui consacrerait le déséquilibre au profit des uns ou au profit des autres. Je ne suis pas si sûr que ce soit ça. En réalité, me semble-t-il, quand on regarde ce texte, qui est d'abord énorme, ça n'est pas forcément une qualité. Plus de 120 articles à l'arrivée. Il y en avait plus de 80 à l'initiative du gouvernement. Et puis ensuite, si vous voulez, l'imagination créatrice du Parlement, on a rajouté une bonne quarantaine. Bon, ça fait beaucoup. Mais sur un texte aussi touffu, vous m'accorderez que tout ne peut pas être bon et tout ne peut pas être mauvais. Il y a du bon, il y a du moins bon et il y a du franchement mauvais, à mes yeux. Alors, sur le bon, on n'a pas évoqué ce sujet, je le traite, donc je le cite simplement, en passant. Je sais que c'est un sujet qui est loin de faire consensus, pour lequel je m'étais beaucoup battu en 2010. Et à mes yeux, il est une des clés, certainement pas la seule, mais une des clés d'une question absolument majeure dans une politique de la construction et de l'offre, c'est la question foncière. Le problème majeur des zones tendues, c'est la question foncière. Quand dans le coût final des logements, vous avez entre 40 et 50% qui reposent sur le foncier, excusez-moi, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce pays et on ne peut évidemment plus sortir à ce moment-là des logements accessibles à partir de telles bases. Eh bien, cette question-là, pour la traiter, ça suppose des outils fiscaux, certes, mais ça suppose aussi des outils d'urbanisme. Et de ce point de vue, je suis un fervent défenseur de l'idée du PLUI, c'est-à-dire du plus intercommunal. L'échelle communale n'est plus, dans ce pays de 36 700 communes, n'est plus l'échelle pertinente pour être capable de répondre aux liens entre logement, zone d'activité, zone d'emploi, transport, parce que c'est ça le triptyque. Quand on se lève le matin dans un logement, eh bien c'est pour aller travailler, pas forcément à sa porte ou dans sa rue. Donc le lien entre logement, zone d'emploi et, je répète, transport est majeur. Eh bien ça déborde à tous les coups les périmètres strictement communaux. Si on veut l'aborder d'une manière cohérente, c'est-à-dire d'une manière, encore une fois, réfléchie et d'une manière pensée, eh bien ça ne passe pas par des décisions complètement atomisées, si vous voulez, à l'échelle de l'ingénierie communale. C'est pas vrai. L'exemple le plus criant, si vous prenez Paris, alors il y a des modes, je sais, il fallait lutter contre la concurrence de Londres. Bien, quartier d'affaires. Quand vous regardez le nombre
de logements que vous avez à la Défense, et quand vous regardez le nombre de bureaux, et quand vous vous demandez ensuite pourquoi, innocemment, ça a du mal à fonctionner en termes de transport, ben, excusez-moi, il me semble que la dernière question résulte naturellement du déséquilibre flagrant qu'il y a entre les deux premières réponses. Donc, je le répète, ça c'est un point très important. La ministre, sur ce point, a été assez courageuse. On n'avait pas gagné en 2010 déjà. Malheureusement, je constate qu'au Sénat, le débat s'est très fortement enlisé. On verra ce qu'il en résultera. C'est un point, en tout cas moi personnellement, que je considère comme une avancée nécessaire. Et si ça arrive, et si ça aboutit, eh bien je considérerais que ça fait partie du bon, même si je ne suis pas suivi par tous mes collègues. Loin de là, je le sais fort bien. Le deuxième aspect, dans le moins bon. Je mets dans le moins bon. Alors, on peut dire... D'autres diront dans le moins mauvais, si vous voulez. Bon, la question de la garantie de la GUL. Vous avez eu un propos introductif qui me convient assez bien. Quel est l'enjeu, en fait? C'est comment mutualiser sans déresponsabiliser. Et je me permets de poser la question... je suis désolé, mais je ne pense pas qu'on soit de mauvaise foi à partir du moment où on parle de responsabilisation. J'ai trouvé votre attaque un petit peu féroce sur le représentant du CNL, bien que j'ai eu la joie de découvrir que vous étiez parfaitement converti à la social-démocratie à partir du modèle allemand, si j'ai bien compris. Donc ça, c'est quelque chose quand même que je trouve plus rassurant. Mais j'indiquerai simplement donc, sur la question de la GUL. On a eu des réflexions, ça fait des années que la réflexion est en cours. Vous le savez, le 1% a joué un rôle pour une partie seulement, si vous voulez, des locataires. Et on sait bien qu'on a toute une partie de locataires, je dirais, qui, naturellement, sont dans des situations, si vous voulez, incertaines. C'est le jeune qui décroche son premier travail, ce sont les contrats, ce sont les CDI, enfin bref, on ne peut pas à la fois souhaiter une société, si vous voulez, plus fluide, plus réactive, et en même temps, si vous voulez, demander systématiquement des garanties absolues partout. Alors, il y a le système assurantiel, certes, mais il ne fonctionne pas pour tout le monde. Il y a les cautions, etc. Moi, je pense que la garantie universelle, dans son principe, doit au moins, pour qu'elle fonctionne, doit reposer sur quelques principes majeurs. Premier principe, en aucun cas, en effet, un financement exclusivement du propriétaire. Là, c'est carrément inacceptable. Cofinancement de la GUL. J'irai plus loin que propriétaire-locataire. Parce que j'ajouterai une deuxième condition, son fonctionnement. Il faut faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que ce fonctionnement soit assurantiel. On n'a pas, surtout, n'allons pas créer un organisme, j'ai entendu citer le chiffre de 300, pendant un moment donné, on parlait même de 500 personnes pour gérer un truc au niveau national, enfin invraisemblable. Alors là, l'usine à gaz garantie. Et puis j'ajouterai à cela que les fondateurs de la sécurité sociale, n'est-ce pas, qui étaient, comme souvent d'ailleurs, quand on crée quelque chose dans des moments très forts et très difficiles, comme la Sécu, eh bien, ils ont posé quelques principes essentiels. Et là, on était vraiment sur l'essentiel, on n'était plus dans le décoratif. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand ils ont fondé la sécurité sociale, ils ont mis un ticket qu'ils ont appelé modérateur. Ça veut dire quoi, modérateur? Ça veut dire que même quand on est dans des difficultés de la vie, divorce, séparation, enfin, ça fait partie des causes les plus classiques, si vous voulez, des difficultés de paiement, eh bien, même quand on a des difficultés, ça n'exonère pas de toute responsabilité. Et donc, l'idée d'un ticket modérateur pour le locataire me paraîtrait, en tout cas également, tout à fait souhaitable. Sous toutes ces réserves qui sont loin d'être levées, qui ne sont pas levées, eh bien je dis qu'il faut continuer de travailler, encore une fois, sur un système de garantie dont moi je ne me choquerai pas qu'il soit universel, mais sous toutes ces réserves, j'insiste bien, le diable est dans les détails, mais le bon Dieu peut-être aussi, n'est-ce pas? C'est à nous de faire le travail. Et à nous tous de faire le travail dans ce domaine. Donc je dis, c'est le moins bon parce que je n'ai pas la réponse. Sur le dernier point, le franchement mauvais, là je le dis très clairement, je le crois profondément, je l'ai dit d'ailleurs dans l'hémicycle, hein, et mon collègue le sait bien, c'est l'encadrement des loyers tel qu'il est posé. Là, on est vraiment devant un outil, alors, qui essaie de répondre à un vrai problème, il y a un vrai problème. C'est en effet des hausses de loyers considérables, si vous voulez, dans les zones les plus tendues, avec une difficulté majeure pour les ménages modestes, pour arriver à se loger à des distances qui ne soient pas invraisemblables, avec des rapportants journaliers, si vous voulez, de transport qui sont incroyables. Donc,
on ne sait plus répondre aujourd'hui, il faut le dire clairement, on ne sait plus répondre à la demande de ces gens dont on a besoin au cœur même de Paris. Je me permets d'interroger, quand je vais prendre mon petit déjeuner le matin au 8e à l'Assemblée, puisque je dors au 101, ça n'ouvre qu'à 8 heures. Bon, si ça ouvrait plus tôt, ça serait bien, mais en même temps, quand j'interroge les gens qui nous servent, si vous voulez, et je leur demande à quelle heure ils sont partis le matin, je sais à quelle heure partent le matin ces personnes-là. Quand je vois les femmes de ménage, que je leur demande à quelle heure elles sont parties le matin, je vois à quelle heure elles sont parties le matin. Je peux vous dire que quand vous avez systématiquement une heure, voire davantage, si vous voulez, de transport pour arriver sur le lieu de travail, on voit bien qu'il y a des problèmes de logement qui sont énormes en zone tendue. Alors, dans ce domaine, et évidemment avec les conséquences sur les loyers, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui a été choisi comme outil ? Excusez-moi, mais un très mauvais outil. En effet, contrairement à l'Allemagne, où il n'y a pas de problème quantitatif, mis à part Berlin, et encore pour des raisons très particulières, où on n'a pas du tout d'ailleurs le même prisme. On a davantage de locataires que de propriétaires, mais surtout, il y a une offre de logement beaucoup mieux répartie sur le territoire national. Eh bien, pour revenir à notre situation, je pense que sur l'encadrement des loyers, là vraiment, on a presque tout faux dans la réponse, dans l'outil. 1. Le loyer médian. On va être concret. On ne doit pas s'en écarter de plus de 20% à la hausse, vous savez, en haut, et on ne doit pas s'en écarter et on a rabattu, c'était 20 au départ, c'est 30% maintenant en bas. Eh bien, parlons-en. Une étude très sérieuse faite par un universitaire que certains connaissent bien, Michel Mouillard, montre qu'on a un loyer médian, en gros de 24 euros, si vous voulez, bon, du mètre carré. Bien. On s'en écarte de 20%. Ça veut dire qu'au-dessus de 28 euros, nous sommes bien d'accord, les propriétaires peuvent se voir réclamer par le locataire, au-dessus de 28 euros du mètre carré, de s'aligner vers le bas, je sais pas, par rapport au loyer médian. Eh bien, je voudrais quand même simplement vous faire observer que vous avez toute une couche de locataires qui payent des loyers aujourd'hui dans le haut de la fourchette, notamment les 3 derniers déciles, entre 35 et 45 euros le mètre carré. Entre 35 et 45 euros le mètre carré. À votre avis, qui paye des loyers à ce tarif-là du mètre carré ? On peut quand même penser, et c'est vérifié, c'est effectivement plutôt quand même les 3 premiers déciles. C'est pas évidemment des revenus, c'est même pas des revenus moyens. Je me permets d'insister la plupart du temps. Ces personnes-là, qui sont sans doute beaucoup mieux informées, si vous voulez, que le bas de l'échelle, vont certainement, effectivement, pouvoir mettre en action à ce moment-là la demande, parce qu'ils seront, encore une fois, pour toutes sortes de raisons mieux informés, eh bien, ils vont mettre en action la demande qui consistera à dire, s'il vous plaît, vous me baissez très très fortement mon loyer qui est beaucoup trop élevé et vous me le rapprochez du loyer médian. On va donc permettre aux locataires les plus aisés, si vous voulez, d'obtenir des loyers minorés. En bas de l'échelle, j'étais parti de 24 euros, on va descendre jusqu'à 18, si vous voulez, on va descendre à 30%. Et vous avez un certain nombre de loyers qui sont à 5 euros du mètre carré, 6 euros du mètre carré. Et là, le propriétaire, eh ben, qu'est-ce qui risque de se... C'est le propriétaire, du coup, qui peut dire oh, « Attendez, excusez-moi, ça fait quand même des années que vous payez quand même un loyer absolument ridicule par rapport au loyer médian. Et donc, je vais vous demander, bien entendu, je vais vous remonter le loyer. » Et donc, on va aboutir à cet autre paradoxe, que ça va être, bien entendu, qui paye des loyers à ce tarif-là, la plupart du temps, évidemment, ce sont les derniers déciles, c'est-à-dire les ménages les moins aisés. Ce sont les ménages les moins aisés qui risquent de voir tout simplement leur loyer remonter. On va donc, encore une fois, avec une mesure comme ça, vous l'accorderez, arriver à ce résultat extraordinaire, n'est-ce pas, que les loyers des personnes les plus aisées ont de bonnes chances de baisser et que les loyers des personnes les moins aisées ont de bonnes chances de monter. Franchement, on peut quand même faire mieux, n'est-ce pas, par rapport aux objectifs qui étaient fixés. Mais je vois bien ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, pourquoi ce genre de mesure? D'abord, à mon avis, elle n'a sans doute pas été suffisamment analysée avant, c'est probable. Alors, j'imagine qu'une proposition a dû être faite par quelques communicants de service, si vous voulez, parce que c'est quand même quelque chose qui généralement s'épanouit quand même, pas mal dans les sociétés qui sont les nôtres, qui a dû dire encadrement, les loyers sont trop élevés, bon, etc., encadrement des loyers, et derrière, synonyme encadrement des loyers, ça baisse automatiquement. C'est pas du tout le cas, effectivement, avec la mesure qui est prise. Donc, je le dis. Et je reviens au problème essentiel. J'ai dit vrai problème, mauvaise réponse. Quel est le vrai problème? Ben, le vrai problème, c'est que s'il y a des loyers trop élevés, c'est parce qu'on manque de logement. C'est un problème de l'offre. C'est un problème d'offre. Et donc un problème de construction. Eh bien, cette mesure, elle ne va pas permettre de construire un seul logement de plus. Pire, elle peut même contribuer à décourager un peu plus les investisseurs, si vous voulez, de construire du logement. Donc, on marche un peu sur la tête avec cette mesure-là. Donc, je suis très clairement, je l'ai dit, très, très hostile à cette mesure. Et surtout, je le redis, toute la question, c'est une politique géographique. Et puis, je voudrais terminer simplement, pardonnez-moi, mais... au fond, quand j'étais beaucoup plus jeune, dans une dissertation classique, on me disait qu'en conclusion, on devait élargir le sujet. Eh bien, je voudrais simplement ici
et toute plaisanterie mise à part, dire au fond ceci. Depuis que je suis ces questions, et notamment avec le Conseil national de l'habitat, où on a représenté, je dirais, toutes les facettes et toutes les portes d'entrée, si vous voulez, hein, parfois contradictoires du logement, je crois qu'on est vraiment dans une situation dans ce pays où la centralisation excessive de la réflexion, pardonnez-moi, nous sommes ici à Paris, la parisianisation parfois excessive, si vous voulez, des problèmes, finit par nous faire complètement oublier la dimension hexagonale du problème du logement. Quand on parle de crise du logement depuis 15 ou 20 ans, ce qu'on oublie de dire, c'est que la crise du logement, c'est trop de logements dans certains coins du Limousin. Dans cette région, les loyers baissent, je vous le rappelle. Hein, dans cette région, les loyers baissent. Et ce n'est pas assez de logements en Ile-de-France ou en Alpes, etc. Et on ne résoudra pas. Aucun ministre ne pourra résoudre, aucun gouvernement ne pourra résoudre la question du manque de logement si on ne la reconnecte pas avec une politique d'aménagement du territoire mettant face à face, je répète, les lieux d'activité et de services, les bureaux, etc., les logements et les questions de transport. En d'autres termes, c'est une politique générale d'urbanisme, d'aménagement du territoire qui est en question. Ça concerne aussi bien le trop-plein que le trop-vide. Ça concerne en effet, encore une fois, beaucoup plus largement une politique interministérielle. Et de ce point de vue, je le dis aussi, je ne ferai pas le reproche, si vous voulez, à la majorité actuelle de ne pas avoir su répondre à cette question à laquelle nous-mêmes, nous n'avons pas répondu, mais il serait grand temps quand même qu'il y en ait un certain nombre qui s'y mettent, qu'ils soient dans la majorité ou dans la minorité.